si vous le voulez bien, à l'objet de mon propos. Bien sûr, l'événement que nous vivons ensemble est exceptionnel pour moi comme être humain. Il est exceptionnel aussi comme intellectuel. On vous a dit que je suis l'auteur de quelques livres, mais je suis un des vôtres, étant non seulement diplômé de l'université française, mais, je peux le dire, en apprentissage permanent. Mais je ne perds pas de vue que ce qui est singulier à cet instant, non pas seulement l'instant où je vous rencontre, vous, dans cette salle, et où je parle aussi à ceux qui sont dehors et que je salue très amicalement, je sais que c'est un moment politique particulier. Et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert, par l'action de son peuple, une voie particulière, qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester, puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Mais il faudra alors, vous autres tous qui pensez au destin de votre patrie, que vous vous rappeliez à chaque instant que vous êtes composante de l'humanité universelle et composante des Afriques dans leur diversité, car ce que l'on vit au Sénégal, je veux le situer, après la grande vague qui partit dans les Amériques, et en particulier dans celle du Sud, en protestation aux politiques de destruction des sociétés par le néolibéralisme. Cet élan a passé l'Atlantique, est venu sur le Maghreb à l'occasion de ce qu'on a appelé bien improprement des révolutions arabes, car elles n'avaient rien d'arabe, elles avaient tout du contenu de l'humanité universelle, réclamant les droits simples et élémentaires des êtres humains, pouvoir vivre dignement, pouvoir se loger, pouvoir se nourrir, pouvoir éduquer ses enfants, pouvoir soigner ses anciens. Et dans les deux cas, la vague, à un moment ou à un autre, a été stoppée. Et c'est à cela que vous devez méditer, vous les jeunes qui êtes l'aile marchande de la révolution citoyenne sénégalaise. Et on a vu ensuite, dans toute l'Afrique au sud du Sahara, des mouvements divers de mobilisation populaire de masse, comme ceux qu'on a d'abord connus au Mali, puis également au Burkina Faso, et ma pensée ne se sépare pas du ballet citoyen et des forces de la résistance populaire qui s'exprimaient au Mali, dans l'un et l'autre cas, avant des coups d'État qu'il faut placer dans leur contexte pour les comprendre complètement. Alors, au Sénégal se produit le signal qui était attendu, et notamment par ceux qui, comme moi, sont des théoriciens de la révolution citoyenne. Nous avions besoin, pour notre propre combat, pour le déploiement à échelle universelle de ce que nous entreprenons, nous avions besoin d'une révolution populaire qui a comme moyen l'action citoyenne et comme finalité la citoyenneté, qui s'achève par une victoire électorale. À présent, vous voici rendus au seuil de problèmes très complexes à régler. Bien sûr, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai retenu, naguère d'une présence observée dans ce même lieu, l'art inutile de donner des leçons. Et comme vous, j'avais été sidéré qu'un représentant de mon pays se demande si l'être africain était entré dans l'histoire au moment où peut-être lui allait en sortir. Et pas seulement lui politiquement, mais lui dans le sens de ce qu'il exprime, et que même on se met là de faire des leçons à la démographie africaine au moment où les Européens feraient mieux de se préoccuper des causes pour lesquelles ils sont aujourd'hui, dans cette génération, en deçà du seuil de reproduction de la société. Bref, que l'Europe va vieillissante avec à peine 25% de sa population de moins de 20 ans, tandis que chez vous, elle est de 50%.
Alors l'observateur le plus superficiel, qui connaît le moins de choses sur la vie, c'est au moins une chose, c'est que le futur s'écrit dans la jeunesse. Et bien sûr avec l'aide des conseils des plus anciens, mais s'écrit dans la jeunesse. Si bien que la jeunesse du monde est donc sa dynamique. Et pour nous, Français, quelque chose d'assez particulier. Non, non, ne vous inquiétez pas, j'ai plus de métier que vous, jeune homme, dans cette archive. Donc, disais-je, et pour nous, Français, cela résonne d'une manière particulière, puisque nous avons en commun une langue commune. Et cette langue commune, il est temps de la libérer, elle aussi, par l'action d'une révolution citoyenne, de tous ceux qui auraient voulu en faire un instrument de pouvoir ou d'influence, alors quel est le moyen d'un autre objectif? Une créolisation intense de nos cultures, de nos mœurs, de leur manière d'examiner ce qu'il y a lieu de faire. La langue commune appartient à ceux qui la parlent, et ceux qui la parlent les plus nombreux, c'est vous. Dès lors, parlant à ce moment, je sais que je vais être écouté, bien sûr, puisque c'est retransmis en France. Je sais qu'on va entendre ce que nous dira Ousmane Sonko d'une manière d'autant plus attentive qu'on sait très bien ce qui se joue ici. Et dès lors, la responsabilité intellectuelle qui est la sienne, à la tête du PASTEF, le mouvement, qui, en quelque sorte, exprime la révolution sénégalaise. Et je dis que les regards sont tournés vers vous. Je vous parle en ami, je vous parle en frère. C'est la première fois qu'à l'occasion d'un de mes déplacements, des gens dans la rue à Paris m'interrompent pour me dire « Alors, vous allez voir Sonko ?» Je n'ai jamais vu ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas les Parisiens, c'est les Africains qui vous regardent. Et notre devoir, à vous, les plus jeunes, aux autorités et à nous, qui sommes vos amis et vos partenaires, est un devoir de dignité dans l'action et dans sa conduite, de manière à ce que nous soyons un encouragement à l'action des autres, et non des repoussoirs parce que nous commettrions l'erreur de jugement hâtif, d'impatience qui ne se maîtriserait pas, ou bien de regarder le pouvoir en attendant qu'Ousmane Sonko règle tout, alors que bien sûr, il va tout régler, mais seulement si vous vous y mettez. Je veux aussi dire, pensant à mes compatriotes et à ceux qui m'écoutent dans le monde, quiconque cherche à rompre le cordon ombilical qui unit chaque être humain à l'Afrique s'interdit de comprendre l'histoire, car l'histoire a commencé, s'est déroulée, a continué et rebondit aujourd'hui avec cette révolution en Afrique. D'abord, parce que les premières mondialisations sont celles qui ont résulté des migrations humaines. Les êtres humains sont toujours partagés entre le désir de rester pour vivre mieux et celui de partir pour trouver mieux. Mais ces départs, qui ont été un fléau pour les sociétés de départ, ont été un bienfait pour la communauté humaine et les sociétés d'accueil. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours été l'occasion d'apprendre. Et comme l'être humain n'appartient à aucun biotope particulier, sinon à l'écosystème global, l'être humain s'est donc enrichi de toutes ces expériences que la migration a permis de proposer ensuite à l'humanité tout entière. Il faut le comprendre pour comprendre le processus profond qui unit les premiers royaumes, qui unit la situation de l'Antiquité, par exemple soudanaise, avec celle de l'Égypte, puis ensuite avec celle de Sumer, et ainsi de suite. Ce lien, il faut le comprendre, et le comprendre dans sa réalité concrète. Il existe à travers les êtres humains qui échangent, qui partagent, qui se créolisent. Je n'ai pas dit qu'ils se métissent, je dis qu'ils se créolisent, c'est-à-dire suivant une invention des Africains eux-mêmes, déportés en esclavage, qui inventèrent la pratique de créer une langue, le créole, différente suivant les îles. Pourquoi faire? Pour pouvoir rester en humanité,
c'est-à-dire pour pouvoir continuer à échanger avec les autres. Et non seulement échanger des idées et des mots d'amour, des mots de haine, mais aussi chanter, mais aussi faire le maloya de la Réunion, faire le tambour groka des Antilles, et ainsi de suite. Cette fécondation de l'humanité, par sa migration et par sa créolisation, sont précisément les deux vertus fondamentales de notre espèce, qu'aujourd'hui des courants que je ne peux pas qualifier de conservateurs, car il en est parmi les conservateurs de respectables, mais que je qualifierais tout simplement de racistes et d'ethnicistes, qui en méprisant les uns ou les autres, privent l'humanité de ces mélanges et d'abord leur propre peuple. Mesdames, Messieurs, après ce point en vient un autre. L'esclavage, puis la colonisation ont été infligés à l'Afrique comme la base sur laquelle ce qu'ils appelaient le doux commerce est devenu l'accumulation capitaliste primaire qui a permis ensuite de déverser ces capitaux et de faire naître le capitalisme lui-même en tant que mode de production dominant. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, s'il n'y avait pas eu l'incroyable violence de l'esclavage, s'il n'y avait pas eu le crime contre l'humanité pendant 3 siècles de l'esclavage, dont je m'honore de vous dire que c'est à un insoumis que vous devez que le Parlement européen ait voté la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cet homme s'appelle Younous Omarjee, et son nom, je crois, est à lui seul un récit. Donc, disais-je, cette accumulation a permis ensuite que ces capitaux produisent la modification des villes et ainsi de suite, jusqu'au point où le capitalisme étant devenu le mode de production dominant, il a bien sûr une histoire, il a changé à plusieurs reprises. Et à quoi bon répéter les catéchismes du siècle précédent? Mettons-nous à l'heure et comprenons que lorsqu'il a commencé à muter pour de bon, eh bien c'est en Afrique qu'il a fait ses expériences les plus pitoyables, je veux dire les politiques d'ajustement structurel, qui ont ruiné des États à peine naissants et qui ont ensuite propagé à la planète entière les méthodes qui avaient été expérimentées si brutalement sur les peuples d'Afrique. Par conséquent, il n'est pas une étape dans laquelle vous n'ayez été directement impliqué en première ligne de ce qui se passait dans l'histoire qui ensuite s'est répandue. C'est pourquoi je forme le vœu, à l'inverse, qu'au moment où vous entreprenez, vous autres Sénégalais, cette révolution citoyenne, elle ait la même capacité de propagation du bonheur qu'hier il y eut la capacité de propagation du malheur. Voilà ce que je vous souhaite, mais ce sera seulement pour dire que si vous vous êtes trouvé dans cette situation, vous voici de nouveau, mais vous ne le savez pas toujours, à l'avant-pointe du phénomène humain tel qu'il est en 2024. Et pour une raison qui ne doit rien à l'idéologie et qui doit tout aux faits. Quels sont les faits majeurs de notre temps? Le premier de celui-ci est le nombre des êtres humains. Comprenez que les Européens s'en inquiètent, et aussi les Nord-Américains. Le nombre des êtres humains, parce qu'il aura fallu 300 000 ans pour atteindre le premier milliard d'êtres humains. Il n'aura fallu que 100 ans pour atteindre le deuxième. Et dans ma génération, on a connu 2 doublements de la population mondiale, ce que je ne vous souhaite pas, car sinon ça vous amènerait à 32 milliards d'êtres humains. Nous sommes dorénavant 8 milliards. Et à la fin du siècle, nous serons sans doute 11 milliards. Dans le même temps, le continent que l'on nommait le continent vide, l'Afrique, sera en 2100, avec 4 milliards 500 millions d'habitants, quasiment à la moitié du total de la population humaine. Par conséquent, je vous demande d'y réfléchir comme intellectuels que vous êtes, femmes et hommes. L'essentiel du défi que portera l'humanité résultant du phénomène humain de propagation de l'humanité sera sur vos épaules. Vous êtes la première génération, n'applaudissez pas, la nouvelle n'est pas si fameuse. Vous êtes la première génération qui doit répondre à un défi dont l'enjeu est l'existence même de l'espèce humaine. C'est-à-dire, qu'allez-vous faire pour inventer un mode de production qui ne soit plus celui dans lequel nous vivons? Si tout le monde vivait comme des Sénégalais, il suffirait d'une planète pour y vivre. Mais si tout le monde vivait comme un Français, il en faut 5. Si tout le monde vivait comme un Nord-Américain, il en faut 20. Or, cela n'existe pas.
Vous êtes donc au pied du mur de cette invention parce que c'est vous qui devrez le régler. Je ne dis pas ça pour flatter, encourager ou je ne sais quoi. C'est un fait. Et le nombre, mesdames, messieurs, a un résultat immédiat. C'est que l'humanité, celle de vos pères et grands-pères, plutôt vos grands-pères, était une humanité rurale, essentiellement, et peu urbaine. Depuis 2008, il vit plus d'êtres humains en ville qu'à la campagne. Et au Sénégal, c'est depuis 2022 que cette transition s'est faite. Si ce sont les villes, alors, sans que j'ai besoin de vous en dire davantage, là encore, si la dynamique est sur ce continent, le résultat s'y trouve aussi, ainsi que son résultat politique. La ville produit des relations politiques particulières. L'homo urbanus n'est pas le même citoyen que celui qui vit dans des communautés humaines éparpillées. Mais quelle vigueur, mais quelle force, quel élan incroyable, pas seulement à Dakar, du fait de sa population depuis 10 ans, mais je me trouvais il y a peu à Kinshasa, qui comptait 1000 habitants en 1920 et qui en compte 17 millions aujourd'hui, et qui voit sa population totale doubler tous les 5 ans. Et je m'interrogeais comme ancien élu local, en quoi consiste le fait de gérer une ville dont la population double à une telle cadence? Est-ce qu'il faut poser dans la dernière rue un bulldozer pour commencer à construire tout de suite la rue suivante, etc. Je ne sais pas comment on répond. Revoilà le défi pour les urbanistes. Et le défi auquel vous devrez répondre maintenant, et auquel vous avez commencé à répondre, si j'ai bien compris, puisque d'ores et déjà vous avez pris des dispositions d'aménagement du territoire pour éviter une urbanisation folle qui aboutirait au résultat inverse de ceux qui la veulent, c'est-à-dire vivre moins bien. Si donc vous avez le nombre, si donc vous avez les villes, alors vous avez la conséquence de tout ça. Pour produire et reproduire votre existence matérielle, vous avez besoin des réseaux collectifs, le réseau de l'eau, le réseau de l'électricité, le réseau des égouts, le réseau de l'alimentation. Et la propriété de ces égouts, de ces réseaux, tantôt publics, tantôt privés, change complètement la condition de ceux qui peuvent ou ne peuvent pas y accéder. Je pense par exemple au réseau de santé. Dès lors, la nouveauté de la situation, nombreuse, urbaine, dépendant des réseaux, fait surgir un nouvel acteur social. Ce n'est pas le prolétariat, ça l'inclut, mais ce n'est pas que le prolétariat, c'est le peuple. Et le peuple, c'est ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui étudient, ceux qui sont à la retraite, ceux qui ne peuvent pas travailler, etc., etc. Et c'est un acteur politique dont l'existence dépend du mode de relation qu'il a avec les réseaux. Vous croyez que nous ne l'avons pas examiné, à qui vous vous en êtes pris au cours de ce que d'aucuns appellent des émeutes et que nous appelons, nous, des révoltes? Nous avons bien vu quels sont les réseaux que vous avez mis en cause. Parce que ce sont des réseaux impériaux, souvent, et parfois liés à ma patrie. On a bien vu que l'eau est l'affaire de Suez pour 40%. On a bien vu Orange. On a bien vu, etc., etc., etc. Je ne veux pas faire de mauvaise réputation à mes compatriotes. Mais si la masse des Sénégalais s'est tournée de ce côté-là pour manifester sa protestation, c'est qu'elle exprimait de cette manière à quel point les réseaux sont les dénominateurs communs du peuple et l'enjeu de la vie du peuple. Tout est dans cette affaire. Et c'est partant de là que, puisque c'est ça l'avant-pointe du phénomène humain aujourd'hui, vous vous trouvez à l'avant-pointe du phénomène politique qui se déduit de cette situation matérielle et des conditions sociales d'existence de ceux qui en dépendent, c'est-à-dire la révolution citoyenne. N'allez pas croire que nous disons révolution citoyenne parce que nous aurions peur de dire révolution socialiste. La révolution citoyenne est autre chose. Elle n'est pas réalisée par des partis d'avant-garde, elle est réalisée par le peuple lui-même.